Bonsoir et bienvenue dans votre journal des sports. Ravi de vous retrouver en notre compagnie pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui avec nous, dans la deuxième partie de cette émission, les organisateurs du championnat de France d'enduro disputé à Bar-sur-Seine le week-end prochain. Nous vous détaillerons cette organisation signée de l'Auto Motoclub de Gier. Mais avant cela, je vous présente le sommaire de cette émission. Du football avec le dernier déplacement de l'Estac cette saison. Il avait lieu à Annecy face à Évian, Thonon-Gaillard, candidat à la montée. Autant dire que c'était une rencontre délicate à gérer. Autre match en jeu, celui de samedi soir en football américain. Pour rester en division 2, les Pigargues devaient absolument obtenir une victoire face à Sannois Saint-Gratien. Et puis enfin, zoom sur le semi-marathon de Troyes organisé dimanche matin dans le centre-ville de la cité Tricasse. Une course qui attire toujours bon nombre de très bons concurrents. Voilà pour le programme. Je vous le disais il y a un instant, nous allons évoquer le football avec le championnat de France de Ligue 2 qui se termine péniblement pour les Stacks. Défait mardi à domicile par Le Mans. Les joueurs de Jean-Marc Furlan avaient un autre match délicat à gérer avec un déplacement périlleux sur le terrain d'Évian-Thonon-Gaillard. Certes, les Aubois ne craignaient rien en cas de défaite, mais un nouveau revers permettait aux poursuivants d'y croire encore. Alors, dans quelques minutes, le reportage donc sur Évian-Thonon-Gaillard, un petit peu de... on envoie tout de suite le reportage sur les Stacks qui disputaient un match important face à Évian-Thonon-Gaillard. L'Estac n'aura pas résisté bien longtemps sur la pelouse d'Annecy face à une équipe d'Évian-Thonon-Gaillard débordante d'envie et toujours leader de cette Ligue 2. Dès la 20e minute, le barrage troyen cède sur un coup franc de Barbosa. Angoula smatch une tête piquée à bout portant 1-0. Ce n'est que le début des ennuis pour les joueurs de Jean-Marc Furlan qui vont voir déferler dans leur surface de réparation des joueurs adverses désireux de faire le break rapidement. Il sera réalisé à la 38e minute sur cette erreur de Blondel relâchant la balle dans les pieds d'Adnan, ne se faisant pas prier pour inscrire le but du 2-0. L'Estac ne se procurera qu'une seule occasion dans ce match avec cette tête de Beauvu fuyant le cadre. Pour le reste, Évian continuera de bombarder la cage troyenne et à la 87e minute, Djadjedje ajoutera un troisième but qui scellera la victoire des Savoyards. La coupe sera pleine pour les Troyens qui repartent en plus avec 2 expulsés dans les bagages, Beauvu et Psaume. Pas vraiment besoin de ça avant d'affronter Laval vendredi prochain. Beauvu et Psaume donc suspendus pour le prochain match de vendredi face à Laval. Une nouvelle tuile pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. On regarde les autres résultats de ce championnat de France de Ligue 2. On fait le point à l'occasion. Vannes qui a gagné face au Havre 4-3. Dans le même temps, Metz est allé gagner aussi à l'extérieur face à Istres 3-2 et Tours qui est allé battre Nîmes sur son terrain 3-2, ce qui a pour conséquence de rejeter Nîmes loin de l'Estac à 6 points. Vannes se rapproche à 5 points. Vannes peut encore se sauver, peut-être aux dépens de l'Estac. Ça, on le saura plus tard. En CFA2, en revanche, nouvelle défaite pour l'Estac B face aux avant-derniers. Pierre Vauban, 2-0. La montée s'envole pour les Troyens puisque dans le même temps, Strasbourg et Saint-Louis l'ont emporté largement face à Jarville et Saint-Dizier. Dijon était accroché par Vesoul, 1 but partout au classement. C'est toujours Dijon qui mène la danse, 1 point d'avance sur Strasbourg, 6 sur Vesoul. L'Estac B est 6e du classement. On en parlait tout à l'heure. L'autre situation compliquée était pour les Pigargues de Troyes en fâcheuse posture dans leur championnat de France de division 2 de football américain. Fort heureusement, les hommes de Samuel Danton avaient encore toutes les cartes en main. Avec une victoire, les Aubois étaient sûrs de se maintenir. Avec Anthony Whitley sur le flanc, la tâche des Pigargues s'annonçait difficile face à des Gaulois remontés comme des pendules. Pourtant, les Troyens, animés d'un esprit de revanche et désireux surtout de se maintenir en D2, vont exploiter les nombreuses erreurs des Franciliens. Une première mi-temps menée de main de maître par les hommes de Samuel Danton qui vont multiplier les touchdowns comme des petits pains avec Noiro, Autain et Aubry à la conclusion.
Tant et si bien qu'au moment de rejoindre les vestiaires, les Pigargues mènent 21-0. Il fallait surtout, ce qui était le plus dur, c'était d'essayer de garder le groupe pour les 3e et 4e quarts, parce que c'est comme si on repartait à 0-0, ils peuvent très bien faire ce qu'on a fait en première mi-temps. Et c'est là qu'il a fallu garder le cap et garder l'équipe soudée jusqu'au bout. Ils ont raison de se méfier les Pigargues, car au fil de la deuxième mi-temps, la forme des Aubois semble s'étioler. Les joueurs du président Roger s'accrochent et ajoutent même un 4e touchdown par Noiro qui donne encore plus d'ampleur au score. 28-0, mais les Troyens souffrent. Ils encaissent un essai non transformé dans les dernières minutes de la rencontre, 28-6, mais il est trop tard pour les banlieusards pour espérer revenir dans le match. Au final, les Pigargues l'emportent. On finit avec une victoire, on finit avec le maintien, et puis ça nous fait remonter de quelques rangs aussi en D2. On n'est plus dans les profondeurs du classement, et puis d'ores et déjà on a le maintien avant la dernière journée. 3 aura énormément souffert dans ce championnat de D2, beaucoup de blessés, seulement 2 matchs gagnés, mais suffisant toutefois pour rester en Division 2 la saison prochaine. Et les Pigargues qui ont encore un match à jouer dans le championnat face aux Corsaires d'Evry qui joueront le rôle d'arbitre notamment. Les résultats de handball, notamment celui de Rosières-Saint-Julien qui a perdu pour son ultime match dans le championnat de National 3, 26-23. Aronheim et Hochfelden ont gagné de leur côté et c'est donc Aronheim qui monte en National 2. Hochfelden l'accompagne. Amnéville termine en 3e position et Rosières-Saint-Julien obtient une belle 4e place. Très belle saison pour les filles de Cathy Mayayo. En National 2, en revanche, déception, une de plus pour les filles de Sainte-Mortroix qui s'inclinent dans le Loiret face à Fleury, 26-18. Saint-Maur et Alfortville, en revanche, n'ont pas déçu. Et c'est donc la Stella Saint-Maur qui monte en National 1 avec 4 points d'avance sur Alfortville. Sainte-Mortroix patientera une saison de plus en National 2. Un résultat de force athlétique à présent pour vous dire que le Troyen Vincent Ancinas poursuit son bon parcours avec ce week-end près de Lille l'obtention de 2 nouveaux titres de champion de France. Des titres master obtenus dans la catégorie des moins de 105 kg, mais aussi en toute catégorie avec un total à 242 kg 500. Bravo donc au tossiste Vincent Ancinas. Et avant de parler course à pied, nous allons évoquer la voile, car du 2 au 5 juin prochain, l'Aube organise les championnats de voile, les championnats de France de voile, interséries pour les croiseurs légers. Pour la 2e fois consécutive, cet événement se déroule à Troyes, sur le lac de la Forêt-d'Orient. Avec nous pour en parler, Brice Barbotin, le responsable de la communication. Bonsoir Brice. Bonsoir. Alors, championnat de France de voile intersérie pour croiseurs légers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie? Parce que c'est un petit peu du chinois pour nous. Oui, en effet, je comprends. Ouais. Alors, en gros, il y a 2 termes à différencier, c'est-à-dire intersérie et croiseur léger. Oui. Par croiseur léger, donc on entend, déjà on part sur des bateaux habitables et d'une taille comprise entre 5 et 10 mètres. D'accord. Donc ces bateaux vont être répartis en plusieurs classes, 5, et donc d'où le terme intersérie, puisqu'on aura la chance de pouvoir les voir courir ensemble sur 5 classes différentes selon la taille des bateaux. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, c'est la 2e fois que Troyes, enfin le lac de la Forêt-d'Orient est choisi pour organiser la manifestation, la 2e fois consécutive. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vienne à Troyes aussi vite? Écoutez, je pense que la fédération l'année dernière a beaucoup apprécié l'événement lui-même, comment ça s'était déroulé, etc. Et donc ils ont décidé de redonner l'organisation de cet événement-là donc au comité de voile de l'Aube, et qui donc en partenariat avec le club de voile du lac réorganise cet événement, encore une fois, sur le lac de la Forêt-d'Orient. D'accord. Début des hostilités dès le 2 juin 2 juin, oui. 2 juin, ce sera les manches d'entraînement. Donc vous pouvez quand même venir voir les bateaux s'entraîner. Voilà. Et à partir du vendredi, samedi, 2 compétitions par jour, donc une le matin, une l'après-midi. Le dimanche, une le matin, et le dimanche après-midi, remise des trophées. Alors il n'y a pas de finale, ce sont des manches. Non, ce sont des manches en fait. Donc chaque bateau va avoir un temps calculé par manche, et à la fin, on fait le cumul de tous ces temps-là et on définit le vainqueur. Alors c'est la fédération qui a choisi d'organiser. Elle délègue à qui dans ces cas-là dans l'Aube? Délégué au comité de voile de l'Aube, et qui donc en partenariat avec le club nautique des Hauts-de-Seine va organiser donc cet événement sur le lac de la Forêt-d'Orient. D'accord. Accompagné des étudiants de l'UTT. Moi je suis un étudiant de l'UTT en Master Smiles, et donc on est 4 à travailler sur ce projet-là depuis septembre, avec Jean-Pierre Salou, donc, qui est le président du comité de voile de l'Aube. L'an dernier, le gros souci de ces championnats de France avait été le vent.
Est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce qu'il y a déjà des indices météo qui permettent de savoir? À 3 semaines, c'est encore un peu tôt. Alors évidemment, c'est le principe de la voile. Il y a toujours le petit problème du vent. Surtout que là, on est en plein dans les terres. Donc c'est vrai que c'est pas la Bretagne où on est exposé au vent. A priori, non, je pense que ça devrait se passer. Ça devrait bien se passer. Il y a souvent du vent, etc. Donc ça devrait pas être un problème. Combien de candidatures jusqu'à maintenant? Pour le moment, on est à 50 bateaux inscrits, à raison de 3 ou 4 personnes par bateau. Donc on espère, à la base le but c'est d'en avoir 120, on espère tendre vers les 120, sachant que l'année dernière il y avait 80 bateaux participants. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme concurrents? On a des gens venus d'un peu partout en France? Partout en France, ouais, c'est vraiment partout en France, voire même on pousse quasiment jusqu'aux frontières françaises, donc c'est-à-dire que les Belges, les Suisses aussi viennent participer. D'accord, malgré que ça soit un championnat de France, c'est pas gênant? En fait non, c'est pas gênant, il n'y a pas de problème de nationalité, tant qu'ils ont une licence à la Fédération Française de voile, n'importe qui peut participer. Alors ça va peut-être un petit peu s'embouteiller du côté du lac de la Forêt-d'Orient, parce qu'il y a le triathlon des lacs qui se déroule le 4 et le 5 juin. Il y aura de l'animation sur le lac, donc vous pouvez venir nombreux, il n'y aura pas de problème. D'accord, bon alors si on veut assister au championnat de France, vaut mieux se rendre donc sur le site le 3, le 4 et le 5? Voilà, tout à fait, ouais. Alors il y aura donc sur le côté de la capitainerie qui est donc le long du lac, il y aura des petites animations, etc. pour les enfants, il y aura même éventuellement des initiations à la voile. Et sinon, il y aura un bateau vedette qui emmènera les spectateurs qui le désirent voir les courses sur l'eau. D'accord, c'est fort sympathique. Et je crois qu'il y aura des petites initiatives avec des petites échoppes pour le terroir, des animations pour les enfants. Des petits commerçants locaux qui viendront vendre leurs produits, etc. D'accord. Eh bien, merci. Et puis, on se donne rendez-vous aussi sur le web si vous voulez avoir plus de renseignements sur les championnats de France de voile. On vous souhaite bonne chance et on espère qu'il y aura le même succès que l'an dernier, mais avec du vent cette fois-ci, avec un peu plus de vent. Nous croisons les doigts. Merci beaucoup Brice. On passe sur la terre ferme à présent avec dimanche dans les rues du centre-ville l'organisation du 18e semi-marathon de Troyes, un événement qui attire toujours beaucoup de monde. Pas moins de 1500 coureurs ont participé aux 4 épreuves. Le 7 km, la course des jeunes, l'inter-entreprise et donc le semi-marathon où l'on retrouve toujours des pointures au départ. La ligne de départ est toujours un jeu de devinette, à savoir qui est qui. Et il est vrai que le Dossard 607 intriguait, mais surtout par le fait que c'était un ancien vainqueur. Il fait partie du groupe de tête sorti dès le départ et il est dur de suivre le rythme des coureurs africains dans un semi-marathon démarré très rapidement. Si rapidement qu'ils sont très peu à accrocher le wagon des favoris, même l'Aubois, Ahmed Arejdal, qui dispute pourtant le 7 km, il doit céder au bout de quelques kilomètres. Aotic, vainqueur donc il y a 2 ans, va changer le cours de cette course aux alentours du 10e kilomètre en accélérant brutalement et en laissant sur place l'homme qui avait mené la course jusque-là. Jusqu'à un 10e kilomètre, je suis fatigué, la jambe n'y a pas. Mon collègue a accéléré. Laurens Aotic est impressionnant de régularité. À plus de 20 km/h, il écrase la concurrence. Personne ne reviendra et Aotic pourra exulter en remportant le semi-marathon de Troyes. C'est bien, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite que 20 km/h. Cela m'aurait permis de battre le record. Outre la victoire d'Aotic, la ville de Troyes peut se targuer d'une nouvelle organisation réussie, nouvelle arrivée, nouveau parcours, encore plus de participants. La Formule 2011 semble avoir séduit tout le monde. Voilà, Aotic déjà vainqueur en 2009 et de nouveau vainqueur en 2011. Les résultats de Motoball avec une belle surprise pour les Troyens, les sumaïstes troyens qui l'ont emporté à Camaret, 3-2. Ils ont sorti la tête de l'eau, les Troyens. Neuville en revanche a étripé Saint-Georges 9-2 et Valréas s'est vengé sur Robion 6-2 au classement. Les Troyens remontent petit à petit. Nous allons tourner une large page sport mécanique puisque dimanche à Marcilly, le Hayet, sur le circuit de Villadin, était organisée la traditionnelle course sur terre réservée principalement aux buggy. Une course unique en son genre et qui attire toujours bon nombre de mordus du volant. Découverte. Ils étaient nombreux, ces merveilleux fous roulants dans leur drôle de machine. 4 catégories
étaient représentés, les buggy, souvent construits artisanalement, les cross-cars, construits autour d'un moteur de 2 chevaux ou un moteur de moto de 500 cm3, les prototypes, véhicules du commerce modifiés, et les tourismes en configuration d'origine. 4 catégories afin d'attirer un maximum de monde. Ça fait un panache, les gens aiment bien aussi. Hein. Les gens viennent surtout pour les 600. 140 pilotes étaient à Villadin, séduits par le projet, mais surtout économiquement, car le rallye sur terre coûte beaucoup moins cher que l'asphalte. À mon avis, c'est ça, c'est le prix beaucoup qui... Ouais. Moi, j'ai roulé à la Fédé, et de la Fédé, manque de budget et tout. Je suis venu en Ufolep parce qu'il y avait moins de contraintes et voilà, quoi. En tout cas, cela a le mérite d'être spectaculaire, même si le circuit de Villadin, poussiéreux et surtout crayeux, fait beaucoup causer. En dérapage tout le temps. Ouais. On fait rappel, contre-rappel, et puis vu qu'on est que en propulsion, on fait des dérapages tout le temps, quoi. Quand ils arrosent, ça glisse. Il y a une paire de terrain où il y a de la craie, pas que celui-là. Bien, il est assez technique, assez serré quand même. Ça change, c'est pas habituel. Ouais. Très piégeux, très piégeux. C'est un gros piège. Ils ont mis de la chaux, c'est-à-dire que c'est glissant. Si jamais on passe la tonne à eau, c'est ce qui va se passer, c'est très très glissant. Hormis quelques sorties de piste sans gravité, la course sur terre de Villadin s'est déroulée à merveille, de quoi donner des idées à certains pour l'organisation d'une autre course, car à l'heure actuelle, Villadin reste la seule épreuve existante dans l'Aube sur cette surface. Et on continue dans les sports mécaniques avec un autre événement qui se déroulait ce week-end, dimanche, notamment le championnat de France de motocross de Montgueux, avec la 5e manche de cette compétition. Au programme de la course, la catégorie Rennes, notamment la MXI, regroupant les meilleurs pilotes. Et sur le circuit au bois, c'est Yann Charon, l'Alsacien, qui s'est imposé avec 7 points d'avance sur Jérôme Viguier de Cazoulin. A noter le très bon résultat chez les minimes de l'humaïste Maxime Sau, qui a dominé sa catégorie des 85 cm3. On reste dans l'actualité de la moto, ça tombe bien, avec nos invités de l'Auto Moto Club de Gier qui organise la semaine prochaine l'Enduro de Bar-sur-Seine. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, petite révision d'abord, est-ce que vous étiez à Montgueux pour, Non. Non. On préparait l'enduro. D'accord, d'accord. C'est une bonne excuse, d'accord. Pas un seul, la famille ? Non. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vous poserai pas de questions sur, sur Montgueux. C'est totalement différent, l'enduro. Là, on a vu les championnats de France de motocross. Comment peut-on différencier l'enduro du motocross ? Alors déjà par les machines, puisque les machines sont un peu différentes, puisqu'une moto de cross, c'est un véhicule qui va aller sur un terrain privé. Une moto d'enduro est une moto qui peut aller sur la route, puisque c'est une moto qui est homologuée, qui est assurée et qui est immatriculée, comme une voiture. C'est-à-dire que ça permet d'utiliser les chemins ouverts à la circulation. C'est la grosse différence, c'est-à-dire qu'une moto de cross ne peut pas aller rouler sur une route. Je me tourne vers Michel Renard, qui est une figure de l'Automoto Club de Gier, puisque je crois savoir que vous aviez organisé le salon de l'auto du 4x4, pardon, sur le plateau de Gier, puis de nombreux enduros à votre actif. Cette année, c'est Bar-sur-Seine qui a été choisi. Pourquoi Bar-sur-Seine ? Dans un premier temps, c'était pour redonner de la valeur à l'enduro, le faire connaître, et la ville de Bar, disons, était demandée un peu aussi par la FFM, qui, par les structures nouvelles qu'elle a, montrait mieux les teams, l'organisation et autres. Et dans mon but, moi, c'était en même temps attirer du monde et faire voir, disons, que l'enduro, faire reconnaître davantage l'enduro, et montrer, disons, que le sport mécanique, là aussi, peut amener beaucoup de monde au niveau touristique. Se mettre un peu moins dans la campagne. Voilà. C'est M. Baroni qui a dû être content, l'adjoint à la mairie de Bar-sur-Seine, qui va donc voir débarquer toutes ces motos ce week-end. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça ne va pas vous faire peur tout ça, j'imagine que ça va débouler sec, donc samedi et dimanche, dans les faubourgs de Bar-sur-Seine. Oui, non, ça ne nous fait pas peur, au contraire, on voudrait bien voir nombreuses manifestations comme celle-ci au cœur de la ville. Alors certes, ça va bouger un petit peu les habitudes, il y a le marché vendredi, et on va faire avec. Je pense que ça va bien se mélanger. Mais nous amener plus de 1000 personnes, pilotes et assistances comprises, plus un nombre inconnu de spectateurs, on ne peut pas refuser une offre pareille. Alors pour tous les téléspectateurs de Bar-sur-Seine qui nous reçoivent, comment va s'articuler la spéciale dans Bar-sur-Seine ? À quel endroit on va pouvoir observer
Et donc les motards? Alors le village de la course, ce sera la place du marché de Bar-sur-Seine, la place principale, avec les contrôles techniques qui auront lieu sous la vieille halle. Hein. Donc, et le départ et le retour, le point de passage obligatoire, la ville, le centre-ville de Bar-sur-Seine. D'accord. Et ensuite, les pilotes... Les pilotes auront la chance de prendre les différentes vallées, que ce soit la vallée de l'Ars, la vallée de l'Ours, la vallée de la Seine, qui sont des vallées merveilleuses, où on a les rivières, la forêt, le vignoble. Et donc, on va faire des heureux, je pense. J'imagine. Pour finalement se retrouver à Gier-sur-Seine, Monsieur Dubois, tout à fait. C'est pas un hasard du tout. Pas un hasard du tout. On retourne aux sources à Gier-sur-Seine. On retourne aux sources du fait que tout ce qui est chronométré, on a besoin d'une certaine superficie de terrain mise à notre disposition pour mettre en place des tests chrono et des tests chrono temporaires, c'est-à-dire qu'on trace des spéciales pour que les pilotes se mesurent au chrono pour définir le classement. C'est le but de l'enduro. L'enduro, il y a une partie de liaison et une partie de chrono. Et ces chronos seront sur 3 spéciales, une spéciale à Neuville et 2 spéciales à Gier-sur-Seine, pour avoir un retour après sur Bar-sur-Seine. Alors vous avez vu quelques images qui ont défilé sur votre écran. C'est un enduro qui s'est disputé à Gier-sur-Seine. Est-ce que ça va ressembler à peu près à ça? Ça va ressembler à ça. Là, on retrouve les images de la spéciale SP3 qui est en train de passer actuellement. D'accord, donc c'est des spéciales qui sont déjà bien ancrées dans vos têtes, qui sont déjà peut-être dessinées sur le terrain? Elles sont dessinées, tracées, et on n'a pas pu aller à Mongueux pour ça. Pourquoi? Parce qu'on préparait les spéciales. D'accord. Bon, c'est une bonne excuse. Non, on les trace. Elles changent à chaque fois, hein, de 2006, 2008 et 2011. Elles ont une configuration complètement différente. À chaque fois, nous changeons les spéciales. Bon. Quel pilote vous attendez pour ce rendez-vous? Alors, concernant les pilotes, on va attendre pratiquement les meilleurs pilotes du monde, puisqu'il faut savoir que les pilotes français font partie des meilleurs pilotes du monde. Nous allons avoir un champion du monde en titre, comme Antoine Méo, qui est actuellement au provisoire aussi champion du monde. Johnny Aubert, Christophe Nambotin, Seb Guillaume, Jérémy Joly. Ce sont tous des pilotes faisant partie de l'équipe de France. Les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche. Qui actuellement font route vers Bar-sur-Seine, puisque ce week-end, ils étaient en Sicile pour une manche championnat du monde. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir de demain, ces pilotes vont commencer à arriver à Bar-sur-Seine pour faire des reconnaissances des spéciales à pied, parce qu'on peut reconnaître les spéciales qu'à pied pour la course du samedi. Ça fait loin quand même. Hein. Oui, non, mais ils le font à pied. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont les faire 3-4 fois avant d'enfourcher la moto. Voilà. D'accord. Parce que c'est interdit, dans le règlement, il est interdit de les faire en moto avant la course. D'accord. Est-ce que dans l'Aube, on a un motard qui est capable de rivaliser ou de faire quelque chose on peut peut-être avoir un motard en vétéran qui va pouvoir, parce qu'il y a 12 catégories. Oui. Il y a les catégories élites où effectivement aujourd'hui on n'a pas d'Aubois ou de pilotes régionaux. Mais par contre, dans les vétérans, on peut avoir des gens qui peuvent aller se battre dans les premières places. Hein. D'accord. Il y a moins un espoir. Quoi. Il y a bien un espoir. En 2008, on a vu un pilote, Stroff, qui était sorti, je crois, pas mal. Même je crois qu'il avait fini premier de sa catégorie en vétéran. D'accord. Un nouveau défi, Michel Renard, donc, pour l'Automoto Club, même si vous êtes habitué à ce genre d'organisation, finalement, ça va passer comme une lettre à la poste, comme on dit. On l'espère, mais c'est vrai que pour organiser de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué par, disons, les dossiers et tous les problèmes. Disons qu'il faut qu'on évite par l'environnement de ne pas détruire, et de respecter. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est pour ça que je suis venu sur Bar-sur-Seine pour faire connaître davantage l'enduro, ce qu'est le sport mécanique, et qu'il a aussi sa place parmi les sports. D'accord. On se donne rendez-vous samedi à partir de quelle heure sur la place du marché à Bar-sur-Seine? 8h30. 8h30 du matin. Première moto, elle part à 8h30 et c'est Antoine Méo qui doit partir en premier. D'accord. Jusqu'à quelle heure? Ils vont partir de 8h30 à 10h, 10h30. D'accord. Et après, ils vont venir à partir de 16h. Les dernières manches à Gier-sur-Seine, c'est pour quelle heure? Les dernières manches à Gier, oui, dimanche, elles vont finir vers 15h30. D'accord. 15h30, la dernière spéciale, les derniers pilotes élites vont passer à 15h30 dans la spéciale SP3. Le rendez-vous est pris, messieurs. Bonne chance à cette organisation de l'enduro de Bar-sur-Seine, je le rappelle, samedi et dimanche prochain. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On va regarder ensemble l'agenda de la semaine prochaine, l'agenda sportif, avec notamment dès vendredi le match de l'Estac décisif face à Laval. C'est à 20h et c'est au stade de l'Aube. Il y a aussi du football en CFA2 avec l'Estac B qui affronte Dijon, le leader, à 15h au stade de l'Aube samedi. Et puis enfin pour terminer,
En tennis, National 4, les messieurs de l'ASPTT 3 rencontrent Saint-Denis à 9h au complexe donc, de l'ASPTT avec, donc, on l'a dit il y a quelques instants, l'enduro de Bar-sur-Seine. Voilà, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Journal des Sports. À très bientôt. Au revoir.